Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui correspond à l'épreuve écrite de l'ENS de 2020 en section BCPST, épreuve d'admission. Soit n appartenant à n étoile, et soit A appartenant à Mn2R, donc une matrice carrée de taille n à coefficient réel, soit petit m appartenant à n étoile, et soit lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda m, m réel, donc qui s'appelle lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda m, du coup, tels que, donc ils sont triés par ordre, du coup, décroissant, lambda 1 strictement supérieur à lambda 2, strictement supérieur à tatata, jusqu'à lambda m. Soit z avec un petit exposant entre parenthèses 1, z2 jusqu'à zm, des matrices colonnes, donc de mn1 de R, privées de 0, donc de mn1 de R privé de 0, donc ce sont toutes des matrices colonnes non nulles, qui vérifient, pour tout j entre 1 et m, pour tout entier j entre 1 et m, a fois la matrice colonne, donc la matrice carrée A fois la matrice colonne zj égale lambda j fois la matrice colonne zj. Tout ça pour pas dire des vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda m pour toucher un maximum de monde, parce que c'est pas fondamental d'avoir des connaissances en réduction. Là c'est plus, j'ai pas dit quelle filière, mais beaucoup de première année, certains deuxième année, donc même pour les BCPST, qui sont concernés du coup en mode deuxième année ici, je pense que même en première année c'est jouable, même si c'est un peu compliqué. Enfin l'exercice je parle, en théorie, même si c'est vraiment compliqué. Et donc j'évite de parler de réduction pour éviter que ce soit uniquement des deuxième années qui comprennent. Donc voilà, je ne dis pas, c'est des vecteurs propres sans le dire. On va parler de ce résultat, donc qui vérifie, ces fameux Z1, Z2 jusqu'à Zm vérifient ça. Pour chacun d'entre eux, quand je multiplie par A à gauche, ça fait AZJ égale lambda J ZJ, donc je retrouve un vecteur collinaire AZJ mais multiplié par un certain lambda J, l'un de ces réels-là. Petit 1, sous l'hypothèse supplémentaire lambda M strictement positif, donc le plus petit d'entre eux est strictement positif, ce qui implique en fait qu'ils le souhaitent, qu'ils le sont tous, montrer que la famille Z1 jusqu'à Zm, donc cette famille de matrices colonnes, est libre. Indication, je ne l'ai pas mise, mais je donnerai une indication au moins à l'oral, parce qu'il y a une indication dans le sujet de l'ENS, donc je l'enlève parce qu'il y a moyen qu'on y pense sans eux, mais c'est compliqué, voilà. Petit 2, montrer que le résultat reste vrai sans l'hypothèse lambda m strictement positif. Le résultat est très classique, donc si on parle de vecteurs propres, etc., une famille de vecteurs propres associés chacun à une valeur propre différente, donc des vecteurs propres associés à des valeurs propres 2 à 2 distinctes, une telle famille est forcément libre. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet enchaînement, dans le bout de la partie 3, je crois, du sujet, c'est que honnêtement, c'est la première fois que je vois cette façon de faire. Surtout, il y avait une indication, là. Surtout vu l'indication. J'ai plus l'habitude d'autres méthodes qu'on ne fera pas ici, donc je spoil un peu, attention. Pas de récurrence, on pourrait faire une récurrence sur le nombre de vecteurs de la famille. Pas d'histoire de Vandermonde, pour ceux qui ont ça dans le programme. En jouant des puissances de A, mais on va quand même le faire. On va quand même jouer des puissances de A, de puissances de A appliquées à chacun des ZJ, mais pas dans le but d'obtenir un système de Vandermonde, ou alors faire apparaître une matrice de Vandermonde avec les lambda K les lambda J ici qui sont de distincts, qui permettraient de dire qu'elle est inversible, blablabla. Je mettrai une vidéo en suggestion qui concerne les filières qui voient Vandermonde. Alors, vous pouvez vous donner, j'ai spoilé un petit peu quand même, mais vous pouvez vous donner au moins une bonne demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, voire plus, c'est pas très... c'est relativement astucieux, je trouve, sans l'indication déjà en tout cas, et l'indication que je donne dans la foulée, ce qui proposait le jour J dans le sujet, on pourra considérer, pour Z combinaison linéaire de ces fameux vecteurs, le comportement de A puissance K fois Z, lorsque k tend vers plus l'infini. Donc on regarde a puissance k fois z, donc a au carré fois z, a au cube fois z, etc. Z étant combinaison linéaire de ces messieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est, pour montrer que la famille est libre, je vais le faire de manière classique, je vais considérer une combinaison linéaire de cette famille qui me donnerait le vecteur nul, et je vais montrer qu'elle ne peut être que triviale. C'est parti. Petit 1, du coup, soit alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha m appartenant à R, des réels, donc tels que la somme pour J, je vais prendre sommet sur J, de telle sorte que, faire attention, dans cet exo, une des difficultés quand même, c'est de ne pas s'emmêler les pinceaux sur les indices. Qui est quoi? N, c'est la taille de la matrice A, donc c'est le nombre de lignes aussi des matrices colonnes considérées. K, je vais réserver K pour les puissances de A par lesquelles je vais multiplier Z, cette combinaison linéaire. J, ça va être les indices de chacun, les indices qui me disent quel vecteur, quelle matrice colonne intervient à quel moment. Donc voilà, somme pour J allant de 1 jusqu'à M, du coup, ça serait marrant qu'après tout ce speed, je me trompe et je mette N, non, c'est bien somme pour J allant de 1 jusqu'à M, des alpha J Z J égale 0.
0, la matrice colonne nulle de Mn1 de R. Donc, je prends ces réels-là, et je veux montrer, le but c'est de montrer que les alpha J sont tous nuls. Ok. Alors, comment faire? Bon, dans la foulée, si je fais A fois tout ça, je regarde ce qui se passe, mais je peux aussi faire, donc, par récurrence immédiate. Alors, je sais, on m'a dit, certains BCPST ont dit, attention, on n'a jamais droit, quasi jamais droit à la récurrence immédiate. Vous pouvez faire la récurrence, du coup, et autres filières qui n'aiment pas ce terme. Personne n'aime ce terme quand il n'est pas à sa place. Mais par récurrence immédiate, eh bien, pour tout K appartenant à grand N, A puissance K, donc pour tout J d'ailleurs appartenant à un M, quand je multiplie A puissance K par ZJ, par une de ces matrices colonnes, donc A fois ZJ, on m'a dit que c'était lambda J fois ZJ, A au carré fois ZJ, qu'est-ce que ça ferait? Je multiplierais ça par A à gauche, donc ça ferait lambda J fois A fois ZJ, lambda J étant un scalaire. Lambda J fois A fois ZJ, ça ferait donc lambda J au carré fois ZJ, encore une fois, etc. etc. Donc vous pouvez montrer par une récurrence assez simple que pour tout K appartenant à N et pour tout J pour tout ZJ de cette famille de vecteurs propres, en fait, eh bien A puissance K fois ZJ, ça fait tout simplement lambda J puissance K fois ZJ. Donc si vous ne vous contentez pas de multiplier par A, mais par A au carré, donc vous avez votre lambda J au carré, par A au cube, votre lambda J au cube, etc. Mais donc à chaque fois, n'oubliez pas qu'il y a un lambda indice J, donc pour chaque J de la... c'est dur à dire. Pour chaque ZJ... chaussette de l'archive. Pour chaque ZJ... Non. Pour chaque ZJ, de la famille, eh bien, A... j'ai perdu ce que je veux dire. A fois ZJ, oui, donne un lambda J différent fois ZJ. Voilà. J'allais dire potentiellement, non, bien différent en plus, à cause de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? En fait, l'idée... c'est donc, je sais plus où je l'ai dit, donc le comportement de A puissance kz lorsque k tend vers plus infini. Donc, en réalité, donc, A puissance k, donc pour tout k appartenant à grand N, A puissance k fois tout ce monsieur, fois cette matrice colonne, ça c'est une matrice colonne en fait, somme pour j allant de 1 jusqu'à m des alpha j zj, et ça me fait quoi? Par linéarité, simplement, ça me fait somme pour j, ça devient un k tout d'un coup, somme pour j allant de 1 à m des a puissance, donc même des alpha j, j'aurais pu dire, a puissance k fois zj. Alors, je multiplie cette matrice carrée à gauche par une somme de matrices colonnes, donc voilà, c'est la somme des produits que j'obtiens. Ça, on m'a dit que ça me faisait, j'ai dit que ça faisait lambda j puissance k fois zj, donc là j'obtiens somme pour j allant de 1 jusqu'à m, et on va serrer un peu les choses, des alpha j, lambda j puissance k fois zj. Ok, bon, voilà, hop là. D'accord, c'est égal à 0. A puissance k fois tout ce monsieur, je réécris pas, égal de A puissance k fois la matrice colonne nulle, ce qui me fait la matrice colonne nulle. J'aurais pu dire 0, n1, si vous voulez faire du zèle un peu. Bon, je me permets d'écrire des zéros qui ont des significations différentes selon le contexte, comme les sujets, comme dans pas mal de vos copies. Okay. S'il y a le moindre doute ou que vous avez peur, n'hésitez pas à décliner, mais 0, indice n pour la matrice carré nulle, 0, n1, par exemple, j'aurais pu dire 0, n1 pour la matrice colonne, n ligne, une colonne, avec que des zéros. Ok. Donc, eh bien, j'obtiens que ça égale 0, quoi. Donc, je réécris somme pour j allant de, donc pour tout k appartenant à grand N, somme pour j allant de 1 à m. Alors oui, on pourrait me dire, ouais, mais t'as commencé par dire a fois machin, alors tu me dis k appartenant à grand N, k égale 0. Quid de k égale 0? K égale 0, a puissance 0 par convention, c'est la matrice identité, et j'obtiens bien que ça fait lambda j puissance 0 qui fait 1 fois le zj en question. Enfin, identité fois zj, ça fait zj. Vous auriez pu commencer à n étoile sans problème, enfin, à n égale 1, donc vous auriez pu écrire k appartient à n étoile sans aucun souci non plus. Somme pour j allant de 1 à m des, donc on a dit des alpha j, lambda j puissance k zj, tout ça égale 0. Pour tous les cas entiers naturels. Okay. Et notre histoire, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer quand k va tendre vers plus l'infini? Bon, intuitivement déjà, qui va l'emporter? Voilà, il y a un combat qui va peut-être avoir lieu, et en réalité, vous avez vos lambdas qui sont triés comme ça. Ok. De la plus grande à la plus petite. Intuitivement, les puissances des lambda, enfin imaginez, je dis n'importe quoi, je me simplifie un peu la vie, sachant qu'il se peut qu'il y en ait qui soient plus petits que 1 et tout, mais imaginez que vous ayez du 5 puissance k, ici, lambda 1 égale 5, lambda 2 égale 3, lambda 3 égale 1 demi, en fait c'est le 5 puissance k, c'est le lambda 1 puissance k qui va être prépondérant. Sauf que, on pourrait se dire, ouais, il peut être prépondérant, mais que dire? En fait, il s'est multiplié par une certaine matrice colonne. Une matrice colonne non nulle.
C'est ça il faut jouer avec ça. Il faut se dire, bon, le lambda J le plus grand, alors, pourvu que le alpha J correspondant soit non nul, sera multiplié par au moins une coordonnée non nulle. Il faudra faire attention à pas mal de choses. Donc je vais m'intéresser à me dire, bon, vous savez quoi, je vais prendre le plus petit des J pour lequel alpha J est non nul. Parce qu'il se peut que, je dis n'importe quoi, le lambda 1 puissance k qui serait le plus fort qu'en 4 envers plus infini, façon de parler, eh bien, s'il y a alpha 1 devant qui est nul, c'est ballot. Moi, le but, c'est de montrer que les alpha J sont tous nuls, donc j'espère ça. Mais comment y arriver? Par l'absurde. Si ils ne sont pas tous nuls. Si il existe un J appartenant à un M tel que alpha J est non nul. Et le contraire de ça, c'est ils sont tous nuls. C'est bien une démo par l'absurde. Je vais poser J0, le minimum de tous les J appartenant, le plus petit plutôt de tous les J, donc le min de cette partie, le min de tous les J appartenant à un M tel que alpha J est différent de 0. L'indice correspondant, le plus petit indice correspondant à alpha J non nul. Je sais que ce minimum existe, puisque ça, c'est une partie non vide de n. Toute partie non vide de n, d'entiers naturels non nuls, des entiers naturels non nuls, de l'ensemble des entiers naturels non nuls, admet un plus petit élément. Cette partie est bien non vide par hypothèse, là, j'ai supposé qu'il existait au moins un J dedans, et donc voilà, je pose J0 leur minimum. Ok. Et maintenant, nous on s'est dit qu'il fallait s'intéresser à une coordonnée non nulle, à une composante non nulle du ZJ0 correspondant. Donc je vais déjà je vais parler du ZJ0 correspondant. ZJ0 est différent de la matrice colonne nulle. Donc, il y a au moins une coordonnée de ce ZJ0, que je vais appeler I0 peut-être. Il existe un I0 appartenant du coup à un N, cette fois-ci, attention à ne pas s'en mêler les pinceaux, tel que ZJ0 crochet, donc là je dois préciser ma notation, normalement si je veux être rigoureux, I est différent de 0. Donc, note pour X appartenant, pour X appartenant à mon tas de feuilles qui se barre, pour X appartenant donc à Mn1 de R, pardon, je me suis déconcentré, pour tout I appartenant à, je fais vraiment du zèle, un N, XI est la IM composante de X. X, crochet I, j'aurais pu dire, hop là. Là, c'est plus commode comme notation plutôt que des minuscules ou que sais-je. Bon, là, ça simplifie les choses. Là, j'ai ça en exposant, ça ici en indice après un crochet, pourquoi pas. Ok. Que faire de tout ce beau monde? On va considérer notre combinaison linéaire, donc notre matrice colonne, qui est censée faire 0 pour chaque cas, et on va considérer, puisque ça c'est une matrice colonne, et on va considérer sa coordonnée I0. Sa composante I0, je préfère dire composante coordonnée. Bon, voilà. On peut parler de coordonnées dans la base canonique de Mn1 de R, si on veut. Sa composante à la ligne I0. Quel est le coefficient à la ligne I0, voilà. Son coefficient à la I0e ligne. Eh bien, on sait que puisque toute la matrice colonne est nulle, eh bien pour tout cas, pour tout cas appartenant à grand N, je sais pas ce qu'il me prend avec les tacs, pour tout cas appartenant à grand N, la composante, la I0e ligne, pardon, de ce monsieur est nulle. De la somme pour J allant de 1 à M des alpha J, lambda J puissance K, ZJ, ok, tac, I0, ça fait le réel 0. Là, on parle du réel 0, on parle pas d'une matrice colonne ou que sais-je. Ok, c'est-à-dire, quelle est la I0e ligne de cette matrice colonne? Eh bien, c'est tout simplement, par une linéarité assez facile, c'est la somme pour J allant de 1 à M des alpha J, lambda J puissance K, et à chaque fois, je prends le coefficient à la I0e ligne de ZJ. Voilà. On fait que les sommets multipliés par des scalaires, etc. Ça doit faire 0. Et ce, toujours pour tout cas, appartenant à grand N. Ok, avec cette somme, je peux être un peu plus précis. Puisque je connais le plus petit des J tels que alpha J est non nul. Avant lui, potentiellement, les J potentiellement avant lui me donnent des alpha J nuls. Donc en fait, cette somme, c'est la même que la somme pour J allant de J0 jusqu'à M des alpha J, de la même chose quoi. Lambda J puissance K, ZJ entre crochets, I0. Ok, ça fait 0.
Si par bonheur J0 vaut 1, bon bah ça change rien, mais si J0 est plus grand, bah ceux d'en dessous je les ai négligés parce que leurs alpha J, enfin je les ai enlevés parce que leurs alpha J étaient nuls. Ok. Encore une fois, je rappelle que ça c'est vrai pour tout cas appartenant à grand N, même si c'est écrit juste là-haut, j'insiste là-dessus parce qu'il va se passer un truc bizarre. Il va se passer un truc bizarre, c'est de dire que, or, en réalité, comme, eh bien, alpha J0 est différent de 0, et, alpha J0 est non nul, et ZJ0, I0, donc, si je prends la matrice colonne ZJ0 et que je regarde le coefficient I0ième, à la ligne I0, on a dit que c'était non nul. Ah oui, en plus, pardon, j'ai pas corrigé, en fait, j'ai dit il existe un I0 et j'ai mis un I à la place. Donc, or, comme alpha J0, ZJ0, I0, tout ça, c'est non nul, c'est un réel non nul, je prends bien mes précautions pour dire, mais écoutez, lambda J0 puissance, lambda J0 étant le plus grand strictement des lambda J, eh bien, en plus l'infini, alpha, la somme du coup pour j allant de j0 jusqu'à m des alpha j, lambda j puissance k, c'est juste un peu relou à écrire à chaque fois, zj puissance, enfin pas du tout puissance, i0ème ligne, et bien ça c'est équivalent lorsque k tend vers plus l'infini à alpha j0, lambda j0 puissance k, le terme qui écrase tous les autres sont un petit o de lui, c'est ce monsieur, z j0 i0. J'ai bien pris la précaution de vérifier que ceci était non nul avant, mais sinon, sans les coefficients, eh bien, le alpha j0 puissance k est forcément... comment dire, tous les autres alpha j puissance k avec j strictement plus grand que j0 sont des petits taux en l'infini de lambda j0 puissance k. 3 puissance k est un petit taux de 5 puissance k en plus infini. 1 demi puissance k est un petit taux de 1 puissance k. 1 quart puissance k est un petit taux de 1 demi puissance k en plus infini. Et j'ai une somme finie ici. Pas de blague, pas du genre, ouais, mais il y a un truc avec un k aussi qui nous fait tendre vers l'infini, pas du tout. C'est une somme finie. Ok, ça c'est si vous avez vu les équivalents. Donc déjà, je continue sur ça, et ça c'est absurde. C'est censé faire 0 tout le temps, ça. Donc, cette quantité qui est équivalente à ça est censée être égale à 0. Et ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens en général de dire être équivalent à 0, mais ça voudrait dire qu'à partir d'un certain rang, on est nul. En fait, on a un problème avec cette chose qui, manifestement, ne peut pas être nulle, ne peut jamais être nulle à partir d'un certain rang, je veux dire, il n'y a pas un rang à partir duquel cette chose peut être nulle. Absurde, car on a dit que cette même somme, était égale à 0 pour tout n, pour tout k appartenant à grand n. Une quantité qui est égale à 0 pour tout k appartenant à grand n se retrouve équivalente à une quantité qui en fait n'est pas nulle, qui n'est jamais nulle, cette quantité-ci. Ok, j'ai un problème. Alors, petit mot, si vous n'avez pas vu les équivalents, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de dire que cette somme-là, vous factorisez par, je vais factoriser par lambda j0 puissance k, vous allez dire que c'est lambda j0 puissance k fois la somme pour j, alors, vous allez mettre j0 à part, donc vous allez commencer à j0 plus 1, il se peut que cette somme soit vide, si jamais malheureusement j0 est égal à m, vous allez faire somme pour j allant de m plus 1 jusqu'à m, mais ça, par convention vous direz que c'est une somme vide, vous pourrez l'écrire sur votre copie, somme vide est donc que la valeur que vous lui assignez est 0, donc j allant de j0 plus 1 jusqu'à m, ou alors vous faites une disjonction de k, vous dites ok, si jamais c'est m, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre terme, pas de terme que celui que j'expulse ici. Des alpha j, lambda j sur lambda j0 puissance k, puisque j'ai factorisé par lambda j0 puissance k, qui est non nul, crochet z j i0 ici, plus, donc un terme en dehors de la somme, j'explique bien qu'il est en dehors de la somme, alpha j0, puisque j'ai factorisé par alpha j0, lambda j0 puissance k, il ne reste plus rien, enfin il reste que 1, z j0 i0. Vous vous retrouvez avec ça, et ça c'est censé faire 0 pour tout k appartenant à grand N, ceci est non nul, donc cette quantité est censée faire 0 pour tout k appartenant à grand N, or là il y a un réel problème, vous voyez facilement que, étant donné que ces messieurs, pour n'importe quel j entre j0 plus 1 et m, pourvu qu'il existe des j entre j0 plus 1 et m comme on a dit, eh bien ces messieurs appartiennent, à l'intérieur du puissance k là, appartiennent à 0 ouvert même, on s'en fiche que ce soit ouvert en 0, du côté 0, 1 ouvert,
Donc vous avez une raison, donc là vous avez ça à la puissance k qui me donne une suite géométrique de raisons strictement comprise entre 0 et 1, cette quantité tend vers 0 lorsque k tend vers plus l'infini, tout ça aussi du coup, pour un j fixé, puisque je multiplie par des réels qui ne dépendent pas de k, une somme finie qui ne dépend pas de k non plus, j'obtiens une limite nulle, tout ça tend vers 0, donc ceci tend vers 0, ceci est une constante non nulle, donc la limite de ceci quand k tend vers plus l'infini à l'intérieur, pardon, sans lui là, eh bien c'est ce monsieur, et ce monsieur est censé tendre vers 0, puisque ça est censé être égal à 0 pour tout k appartenant à grand N. Pour tout k appartenant à grand N, ceci est censé être nul. Je fais tendre cette quantité qui a cette limite, donc cette limite est censée être nulle. Cette limite, c'est ce monsieur. J'ai la flemme de réécrire tout ça, et ce monsieur est donc nul, ce qui est absurde. Voilà. Donc ça, c'est si vous n'avez pas envie de parler d'équivalent, vous avez peur soit de vous planter sur des équivalents, soit vous n'avez pas encore vu à ce stade de l'année en première année. Ok. Donc absurde. Ok, conclusion. En réalité, donc notre supposition de départ était fausse. Nous avions supposé, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'enchaînement supposé par l'absurde, s'il existe un J tel que machin, on a supposé par l'absurde, pardon, je le dis, tous mes profs le disaient, mais il y en a qui m'ont saoulé avec ça, donc on avait émis l'hypothèse suivante, il existe un J, je sais pas pourquoi je dis ici à chaque fois, il existe un J appartenant à M tel que alpha J est différent de 0, donc le contraire de ça, c'est pour tout J appartenant à un M, alpha J est égal à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que la famille Z1 jusqu'à donc Z1, Z2 jusqu'à Zm est donc libre. Ok. On nous demande ensuite de montrer que le résultat reste vrai sans l'hypothèse lambda m strictement positif. Donc sans considérer qu'ils sont forcément tous strictement positifs, il faut montrer que ça reste vrai. Donc, j'ai pas envie de remettre les mains dans le cambouis, flemme de refaire un truc compliqué, est-ce que je peux pas essayer de me ramener au cas précédent de manière intelligente? Ça marchait quand j'avais une famille de vecteurs de matrice colonne Z1 jusqu'à Zm qui vérifiait que, multiplié par cette fameuse matrice carrée A à gauche, AZ1 est égal à lambda 1 Z1, AZ2 tatata, AZm égale lambda m Zm, et tous les lambda i triés dans l'ordre décroissant étaient strictement positifs. Que faire quand j'ai des lambda i qui sont quelconques? Donc, je réécris pas tout, mais on considère toujours avec les mêmes notations que j'ai ma famille Z1 jusqu'à Zm qui vérifie cette fois-ci AZ1 égale lambda 1, toujours la même chose, mais avec les lambda i qui vérifient plus ça. Et j'ai envie de forcer mes lambda i à être tous strictement positifs. Je peux pas, lambda i en tant que tel, je ne peux pas le faire. Mais faut pas oublier un truc simple, c'est de se dire, mais en fait, la matrice A, dans l'énoncé, c'est une matrice quelconque de Mn de R. Le résultat qu'on a établi à la 3A est valable pour n'importe quelle matrice A de Mn de R, pourvu que les hypothèses soient vérifiées. Est-ce que je pourrais pas, donc là moi j'ai mon lambda 1, mon lambda 2, lambda 1 plus grand que lambda 2, plus grand que lambda m, est-ce que je pourrais pas multiplier par une autre matrice que A, et me rendre compte, là j'ai plus le plus grand que 0 malheureusement, me rendre compte que je me ramène à une situation où j'ai peut-être des mu j et non pas des lambda j cette fois-ci, des mu... ouais c'est ça, qui soient tous strictement positifs. Moi je sais que pour tout cas, pour tout j, pour tout j appartenant à un m, on a dit a zj était égal à lambda j zj. Malheureusement, ce qui me plaît pas, c'est que ce lambda j n'a pas de raison d'être strictement positif. Ok. Eh bien, je vais... En fait, une manière facile de réfléchir, c'est de dire, attends, si je sais que AZJ égale lambda JZJ, moi je sais qu'il y a une matrice sympa qui, quand je la multiplie à gauche... quand je la multiplie à gauche... Enfin, je bug. Quand je la multiplie à gauche de ZJ, j'ai bugué sur le par, ou à droite par ZJ, si vous voulez, eh bien, elle me donne un truc simple, c'est la matrice identité. La matrice identité de taille n, je rappelle que IN ZJ, bon, c'est évidemment ZJ. Ok, quel est l'intérêt de ça? Et si je jouais de A plus ou moins un multiple de l'identité sympa? A moins, alors, dire pourquoi j'ai pensé à ça, A moins lambda m moins 1 ZJ. Pourquoi j'ai mis lambda m moins 1? On va voir. C'est égal à, donc par... non, pardon. Il faut IN, du coup. je me suis focalisé sur sur ce que je voulais après, mais j'ai oublié que, voilà, attention, une matrice carrée moins un réel... Non, enfin, sauf si c'est une matrice carrée taille 1. Une matrice carrée moins un réel fois la matrice d'identité, donc voilà, tout va bien. C'est égal à, en développant AZJ, moins lambda m moins 1 fois IN fois ZJ, donc lambda m moins 1 fois ZJ.
Ok, quel est l'intérêt? Quel est mon intérêt derrière tout ça? Et bien AZJ, on a dit que c'était lambda J ZJ, et là je me retrouve avec moins lambda M moins 1 ZJ. Alors pourquoi il y a le moins 1 aussi qui traîne? Et ça me fait donc lambda J moins lambda M moins 1 ZJ. J'ai la garantie en faisant ça que ce que j'appelle ici MUJ, voilà, j'essaie de faire une blague, MUJ, voilà, un truc en mode BCPST, voilà, non, vétérinaire, vache, MUJ, bon c'est pas grave. Alors, lambda J moins, c'est un peu tiré par les cheveux, par les cornes, lambda J moins lambda M moins 1 ZJ, et donc MUJ est strictement positif en fait. Mais oui, quel que soit le J que vous prenez entre 1 et M, au pire du pire, le plus petit que vous puissiez prendre, enfin le plus petit lambda J que vous puissiez prendre, c'est lambda M, et lambda M moins 1, ça fait toujours 1. Vous auriez pu faire autre chose que 1, vous auriez pu prendre moins 1,5, moins... En tout cas, lambda 1 réel, strictement plus petit que lambda M, tout simplement. Et MUJ est strictement positif, et on a toujours, puisqu'on a juste décalé nos lambda J en leur soustrayant tous la même chose, on a toujours que mu1 plus grand que mu2, plus grand que mu-m. Donc qu'est-ce que j'ai? Ça c'est vrai pour tout J appartenant à flemme, A1, A1, M. Ok. Alors, j'espère que ma caméra s'est pas retournée. Alors, pour tout J appartenant à 1M, j'ai ça, et ben c'est fini. En réalité, j'ai cette matrice que j'appelle B. J'ai la matrice B fois mes ZJ, enfin fois chacun de mes ZJ, qui me fait MUJ fois ZJ. J'ai exactement les hypothèses de la question A, sauf que cette fois-ci c'est plus la matrice A mais la matrice B qui est ici, et la famille en question, c'est la même famille par contre. Tout a changé, enfin, j'ai les bonnes hypothèses, ce qui a changé c'est la matrice et mes coefficients qui vérifient toujours la même chose, hein. Enfin mes scalaires, là, lambda 1, lambda m, bah, c'est mu1, mu-m, mais qui vérifient toujours le fait d'être trié par ordre croissant, d'être croissant, avec mu-m strictement positif. Et bien du coup, d'après A, j'ai dit A parce que le sujet disait A, d'après 1, eh bien, la famille Z1 jusqu'à Zm est toujours libre. Et on a gagné. Z1, Zm est libre. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Bah c'est bon, c'était quoi la question déjà? Je stresse, j'ai l'impression que la caméra s'est retournée et ça me plaît pas. J'espère que non. Le résultat reste vrai, donc on a montré la liberté de cette famille, et la question d'après, je crois, dans le sujet, c'était en déduire que c'est... non, c'était pas... Il y avait d'autres vecteurs dans l'histoire, mais en tout cas, bon, déjà, ce qu'on peut dire de cette famille, elle est libre, et rien du tout. Non, M n'est pas égal à N ici, donc si ça avait été N, j'aurais pu dire que c'est une base de Mn1 de R. Libre, bon cardinal, le cardinal étant la dimension de Mn1 de R qui est égale à N. Ok, je voulais dire un truc intéressant, j'espère. Oui, non, voilà. Lisez les rapports de jury. C'est assez intéressant. Là, pour le coup, je regarde partie 3. Il parle notamment de la deuxième question là, que j'ai traitée. Aucune copie. Alors, il décline deux approches pour la deuxième question. Une première approche qu'ils appellent technique, en s'intéressant aux valeurs absolues des valeurs propres. Là, en se disant, bon, bah, si je regarde les valeurs absolues, j'essaie de me ramener à la 1, mais ce qui est relou quand même, ils le disent, c'est faut distinguer, faut voir s'il n'y a pas des lambda i qui en valeur absolue seraient égaux. Enfin, imaginez que lambda 2 soit égal à 5 et lambda 4 soit égal à moins 5, bah, la valeur absolue c'est la même, c'est un peu relou, il va falloir discuter. Alors, un raisonnement technique qui s'appuierait sur ça, au moins ça nous ramènerait sur des lambda j positifs. Et un second raisonnement, une seconde approche, présentée comme plus astucieuse, où il dit se ramener au cas de valeurs propres positives en ajoutant à la matrice A un multiple de la matrice identité, ce qui ne change pas les vecteurs propres, mais translate toutes les valeurs propres. Bon, si vous êtes avancé en réduction, vous voyez que ça se fait assez vite, même sans avoir de connaissances particulières en réduction, on voit que ça se passe assez bien, et c'est mon idée ici. Bon, honnêtement, je l'ai pensé aussi, c'est assez classique de penser de penser à ça dans ce genre de situation, de se dire, bon bah, ils sont tous bien triés déjà mes lambda, le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils sont pas tous strictement positifs, bah, c'était pas très dur de... Enfin, en pensant à cette chose-là, c'est pas très dur de les rendre strictement positifs et de garder... Enfin, de les remplacer par des gens strictement positifs et de garder leur ordre. Voilà. Du coup, aucune copie n'a correctement traité la question avec la première approche technique ou la deuxième astucieuse. Ceci dit, les copies ayant entamé la première approche ont pu être récompensées, blabla. Donc, la lecture du rapport de jury peut aussi vous rassurer sur ce que font ou pas les gens. Donc, voilà, le fait de se dire, il y a personne qui a réussi la deuxième question. Après, d'un autre côté, je suis allé quand même chercher tout ça dans la partie 3,
du sujet. Donc, il y avait pas mal de choses à faire avant, donc peut-être que les gens ont été bloqués par ailleurs sur d'autres choses. Voilà, donc c'est bien quand les rapports de jury sont bien rédigés, ils le sont dans pas mal de filières, après ça dépend, il y en a qui se plaignent que dans leur filière c'est pas rédigé de la meilleure des manières. Effectivement, je l'ai vu dans certaines filières, que je ne nommerai pas. Mais le but c'est pas d'avoir une correction. Enfin, les rapports de jury ne servent pas à ça, les rapports de jury sont là pour indiquer des erreurs très fréquentes, pour vous aider à vous calibrer aussi, dire attends, là le jury reproche aux élèves de ne pas avoir cité tel truc qui était important, de considérer que ça c'était comme acquis alors que c'était un résultat à démontrer, ou que c'est pas au programme, etc. Ou même parfois, dans certaines situations, dire il y a certains élèves qui ont détaillé à outrance tel point qui n'était pas nécessaire à détailler autre. Donc voilà, ça permet aussi de calibrer un peu les choses dans votre rédaction. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.